et ça va être le tour de Paul Vannier pour la France Insoumise. Il est orateur national de la France Insoumise, rédacteur du programme éducation de Jean-Luc Mélenchon et co-animateur du livret éducation de la France Insoumise. Bienvenue Paul Vannier, merci. C'est à vous pour 10 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Elle intervient dans un moment, je crois, très particulier pour le service public d'éducation. Je crois qu'elle arrive à un tournant. On sent que l'école publique, et en son sein le collège public, le lycée public, sont face à un point de bascule que c'est, après 15 années de contre-réforme néolibérale, celle du quinquennat Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, c'est presque la question du service public d'éducation qui se présente face à nous. En tout cas, c'est la façon dont nous lisons le moment très particulier, très politique dans lequel est placé le pays, puisque tous les signaux d'alerte sont pour nous déjà là. Je voudrais les rappeler. Crise des recrutements, elle est de plus en plus prononcée. Crise des vocations, puisque une part croissante des enseignants, cela reste quantitativement marginal, mais en proportion cela augmente, démissionne, quitte l'éducation nationale. Crise structurelle, puisqu'on voit le privé lucratif qui se développe, qui prospère, et il le fait bien sûr dans une concurrence avec le service public, en jouant finalement contre lui et en sa défaveur. Cette situation, elle est de notre point de vue l'aboutissement, je le disais, de 15 années marquées par une forme de continuité, non seulement du point de vue du contenu des politiques éducatives, mais de leur mise en œuvre. 15 années de mépris, 15 années de brutalité. À quand faut-il remonter pour voir une réforme éducative faite avec les professeurs, avec leurs organisations syndicales, concertée, discutée? À quand faut-il remonter pour voir une réforme éducative démocratiquement discutée? Juste rappeler que la dernière réforme du lycée n'a jamais été débattue à l'Assemblée nationale. Elle a été, comme bien d'autres, imposée par la toute-puissance d'un ministre. Mépris, brutalité, qui ont culminé pendant cette crise sanitaire, où les personnels de l'éducation nationale, les enseignants et tous les autres, ont été littéralement abandonnés en première ligne face à ce virus qu'on ne connaissait pas, sans masque ou alors avec des masques qui avaient plutôt l'allure d'un slip, sans capteur de CO2, sans purificateur d'air, sans dédoublement, bref, sans tous les moyens que d'autres pays ont mis en œuvre. Je pense par exemple à l'Italie, avec les budgets nécessaires pour le faire. Nous n'avons rien vu de tout ça en France, juste un ministre qui était dans une attitude de déni du savoir scientifique, ce qui est un comble quand même pour un ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes aujourd'hui face à une hypothèse. Si le président de la République actuelle, candidat à sa réélection, est à nouveau au pouvoir pour 5 ans de plus, c'est celle de la disparition de la fonction publique enseignante. Et je ne cherche pas à dramatiser, c'est ce qu'on lit dans la presse, fin des concours, fin du CAPES notamment, fin du statut à vie de la fonction publique, et création peut-être, un peu comme cela a été fait, je crois, à la SNCF, de 2 statuts qui seraient concurrents avec de nouveaux entrants qui y seraient automatiquement rattachés et des enseignants déjà dans la carrière qui devraient choisir entre l'un et entre l'autre. Bref, c'est un morcellement des statuts, une exacerbation de la mise en concurrence à tous les niveaux. Voilà le choix auquel vous êtes, nous sommes, les Français sont confrontés, celui de l'école marché, c'est le projet d'Emmanuel Macron, et un projet que je pourrais rapidement décrire comme son exact inverse, celui de Jean-Luc Mélenchon. Là où Macron veut tout détruire, nous proposons de reconstruire un service public de l'éducation. Reconstruire le service public de l'éducation, c'est d'abord garantir les mêmes conditions d'accès et de traitement à tous les élèves. Et il faut le rappeler, après une réforme des temps périscolaires qui conduisent à ce qu'aujourd'hui des élèves, des familles puissent y accéder parfois alors que c'est payant, ailleurs c'est gratuit, parfois en bénéficiant d'un encadrement de qualité parce qu'il y a des personnels qualifiés pour le faire, parfois ce sont des parents d'élèves dévoués mais bénévoles et sans formation, parce qu'au collège ou au lycée vous avez aujourd'hui une logique de l'offre éducative qui s'est imposée, avec des contenus d'enseignement qui tendent à varier dans des proportions toujours plus grandes d'un établissement à un autre, dans le cadre de ce qui ressemble de plus en plus à, au fond, un marché, logique de marchandisation qui culmine avec la suppression du baccalauréat. Le baccalauréat était, jusqu'à sa suppression comme diplôme national, une des clés de voûte du système éducatif. Il garantissait avec lui des programmes nationaux, des statuts nationaux. Et on voit qu'en frappant l'un des piliers de notre système éducatif, on voit que derrière, c'est toute une logique marchande qui se met en place. Emmanuel Macron annonce d'ailleurs vouloir classer les établissements. Évidemment, avec la possibilité pour les parents d'élèves, sans doute, de choisir entre ceux qui seraient les mieux notés et les autres. Le message, le projet est extrêmement clair. Vouloir cette égalité républicaine, ça n'est pas vouloir uniformiser, mettre
sous la toise de notre service public d'éducation. Nous sommes, nous, très attachés à la liberté pédagogique des enseignants. Les enseignants sont des experts dans la transmission des savoirs. Ils font face, chacune, à des situations éducatives particulières. Les élèves changent, ils évoluent au cours même de l'année scolaire. Et c'est cette liberté pédagogique qu'il s'agit de défendre. Elle est remise en cause à l'heure de la multiplication des pressions administratives, des hiérarchies qui sont de plus en plus nombreuses. Et nous voulons, nous, absolument la garantir. Cette école républicaine, cette école de l'égalité et de l'émancipation individuelle collective des élèves, puisqu'évidemment, l'école, elle a d'abord ces finalités-là, développer l'esprit critique, créatif, pour ceux qui la fréquentent. Elle doit être pensée pour ceux qui n'ont qu'elle pour apprendre. Cette école de l'égalité, de l'émancipation, c'est une école, nous le disons, qui doit être une école véritablement gratuite. Nous proposons la gratuité réelle de l'éducation. On sait que les sorties scolaires et leurs coûts, les fournitures scolaires, sont parfois des obstacles pour certaines familles, et nous proposons une mesure très forte et qui va au-delà de sa dimension éducative. Il y a bien sûr un enjeu éducatif, puisque des enfants bien nourris, ce sont des enfants qui sont disponibles au savoir. Nous proposons, nous, la gratuité des cantines dans tous les établissements scolaires de ce pays, proposant des menus issus d'une agriculture biologique, locale, paysanne, avec évidemment des enjeux de bifurcation écologique. Notre programme éducatif n'est pas séparé de notre programme politique, il s'y encastre et il répond à l'ensemble des objectifs politiques que nous nous fixons. Rien de tout ça, bien sûr, n'est possible, et je terminerai là-dessus, sans les enseignants. Les enseignants sont des experts de la transmission des savoirs, ils doivent être reconnus à cette aune. Et d'abord, nous disons qu'il en faut plus. Et nous proposons, sur les 5 ans qui viennent, d'en recruter 160 000. Pour cela, c'est un défi. C'est un défi que de vouloir recruter en 5 ans 160 000 enseignants. Pour cela, nous proposons notamment, pas seulement, mais notamment des pré-recrutements, dès le niveau bac, dès le niveau licence, pour permettre à ces futurs enseignants, ceux qui ont cette vocation très tôt dans leur parcours universitaire, de financer leurs études, d'aller jusqu'à ce bac plus 5, à ce niveau de qualification qui est nécessaire aujourd'hui, qui est la preuve d'une maîtrise scientifique, d'une maîtrise pédagogique. Mais il y a une question aussi de permettre à tous ceux, quel que soit leur milieu social d'origine, qui le souhaitent, de pouvoir devenir professeurs. Plus d'enseignants donc, 160 000, plus d'humains dans les établissements scolaires. Par exemple, nous proposons de recruter 6 000 médecins scolaires, infirmiers, infirmières scolaires, psychologues de l'éducation nationale, 8 000 CPE également. Au total, c'est 190 000 personnels supplémentaires sur 5 ans que nous voulons faire entrer dans les établissements scolaires. Pour avoir plus de profs, il faut mieux les payer. C'est absolument évident. Les enseignants ont connu un déclassement symbolique, mais aussi une paupérisation très, très prononcée. Je redis ces chiffres, vous les connaissez, mais en 1980, un prof commence sa carrière en moyenne à 2,2 SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 SMIC. C'est insupportable, c'est inacceptable. C'est la question, ça n'est pas une question uniquement corporatiste, c'est la question de la qualité du service public d'éducation qui est posée. Nous proposons une augmentation de 30% de la rémunération des enseignants, 15% tout de suite, pour revenir sur les conséquences des dernières années du gel du point d'indice, et 15% à mettre en discussion avec les organisations syndicales enseignantes pour savoir si c'est en début de carrière, en fin de carrière, en milieu de carrière, sur telle catégorie qu'il faut peut-être mettre davantage pour rattraper tout ce temps perdu et répondre à la nécessité. Un enseignant en début de carrière aujourd'hui ne peut pas se loger à Paris, ne peut pas se loger dans les grandes villes du pays, c'est inacceptable, c'est insupportable. Il en faut plus, il faut mieux les payer, je termine, il faut bien les traiter. Et nous avons aussi là une proposition simple, la titularisation immédiate de tous les personnels contractuels de l'éducation nationale. Si nous leur faisons confiance, si l'institution leur fait confiance pour être en classe ou pour être dans l'établissement scolaire, alors ils ne doivent plus être pris par la peur du lendemain, par l'incertitude de pouvoir s'engager pleinement dans la carrière. Nous les titulariserons donc. Je termine, le pire n'est pas écrit, je vous ai décrit ce qui était possible, cette école du marché. C'est une des propositions qui est sur la table. Elle n'est pas, pour l'instant, Emmanuel Macron, il n'a pas gagné cette élection présidentielle. Il y a un candidat, je le pense, Jean-Luc Mélenchon, qui présente une alternative, une autre issue. Je crois qu'il est capable d'être qualifié au second tour. Je crois qu'il peut gagner cette élection présidentielle parce que les idées qu'il porte sont majoritaires dans le pays. Je crois que ceux qui ont intérêt à l'école marché sont une poignée, ceux qui ont les moyens de se la payer, et que tous les autres, eux, auraient finalement bien plus à gagner dans la sauvegarde et le renforcement du service public de l'éducation. Cette alternative, elle est devant vous, chacune, en conscience, en liberté, évidemment, maintenant à se prononcer. Je vous remercie. Merci pour ces quelques éléments de présentation. Vous l'avez dit, notre système éducatif est traversé par de très nombreuses inégalités qui se sont même aggravées pendant ce quinquennat. Et il y a un mot-clé sur lequel il faudrait
peut-être préciser un peu, ou alors qu'on n'a peut-être pas trop entendu dans ce que vous avez dit, c'est le mot de mixité sociale. Comment vous concevez finalement cette mixité sociale? Comment est-ce qu'on arrive à revenir à de la mixité sociale dans nos établissements scolaires? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La mixité sociale a dans bon nombre d'établissements disparu, ou en tout cas a diminué. Et c'est quand même un élément clé quand on parle de l'école comme lieu de vivre ensemble, comme apprentissage de vivre ensemble et finalement de citoyenneté. Donc comment concevez-vous finalement cette réparation et cette amélioration de la mixité sociale dans les collèges et les lycées? C'est une question fondamentale, merci de me la poser, puisque en effet je n'ai pas abordé ce point dans mon exposé. D'abord, je vous dirais qu'il y a les réponses, et j'y reviendrai, du périmètre de l'éducation nationale, mais il y a toutes les autres. Et je suis là en responsable politique, la politique du logement, la politique des transports, elle répond en partie à cette question. Il faut briser la ségrégation sociale qui, de façon structurelle, organise le peuplement dans notre pays et que l'on retrouve à l'échelle des établissements scolaires. Mais si maintenant je viens à cette question de ce qu'un ministre de l'Éducation nationale demain pourrait faire, il y a évidemment la garantie d'égalité d'accès et de traitement des élèves, quel que soit l'établissement qu'ils fréquentent, pour limiter les tentatives, les volontés, les aspirations à contourner et aller dans l'établissement qui paraît le plus favorable. Mais je ne peux pas me limiter à cette lecture de ce qu'est la situation aujourd'hui dans le cadre du service public d'éducation sans évoquer la question des écoles privées. Les écoles privées jouent un rôle déterminant, structurel, fondamental dans les logiques de contournement scolaire, dans l'aggravation des inégalités entre établissements, et il faut évidemment interroger cette responsabilité. Nous sommes, nous, partisans du principe général fonds publics à l'école publique. D'abord, nous abrogerions la loi Carle. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui reviendront dans le giron de l'école publique. Et puis, nous dirons aux écoles privées sous contrat que désormais, nous modulerons leur financement au respect de la carte scolaire. On ne va pas les obliger à rentrer dans la carte scolaire, mais on va dire, par exemple, que si elles ont 100% de leurs élèves qui sont issus de leur secteur de carte scolaire, elles toucheront 100% du financement public jusqu'ici prévu. Mais si elles recrutent 50% de leurs élèves dans le secteur de leur carte scolaire, mais 50% ailleurs, et de ce fait, elles exacerbent partout ailleurs les logiques de contournement et elles aggravent la situation dans les établissements publics environnants, alors là, nous baisserons leur financement public pour leur dire que l'argent de tous les Français, elle doit aussi participer d'une forme d'intérêt général. Donc voilà ce que je peux vous dire. Cette question du privé me paraît être un aspect fondamental de la réponse à cette question. Comment atteindre une plus grande mixité scolaire, sociale dans l'établissement. Et quand on parle de mixité sociale, il y a aussi forcément la question de l'offre de formation des établissements, des collèges, des lycées publics. On sait aujourd'hui que c'est un élément clé dans la concurrence entre les établissements. Donc cette question de l'offre de formation dans les établissements scolaires et finalement de la capacité des établissements à offrir certaines options en fonction des moyens qu'ils ont. Comment éviter, selon vous, cette concurrence entre les établissements sur la base de l'offre de formation? L'offre doit être la plus identiques, au sens où les contenus, les disciplines, les volumes horaires affectés à chaque discipline doivent être les mêmes tendanciellement dans le plus grand nombre d'établissements. Il restera toujours des enseignements particuliers, on peut penser à certaines langues étrangères, il faudra interroger là leur localisation. Ce type d'enseignement ne peut pas toujours se retrouver dans les mêmes établissements, ceux des centres-villes, ceux qui concentrent déjà beaucoup de moyens et qui captent les publics les plus favorisés, les plus privilégiés. On peut penser l'ouverture d'options d'enseignement, de classes préparatoires, par exemple dans des établissements périphériques, des périphéries urbaines, rurales du pays, pour aussi démocratiser ces échelons du système éducatif, je pense aux classes prépa notamment. Vous avez beaucoup insisté sur la notion de service public d'éducation. Il y a un pan du service public d'éducation qui a été particulièrement malmené. Enfin, tous l'ont été, notamment pendant ce quinquennat. Mais c'est vrai qu'on porte aussi une attention particulière à la question du service public de l'orientation et du rôle que jouent nos collègues psychologues de l'éducation nationale dans ce service public d'orientation. On voit l'intrusion notamment des officines privées. Comment, selon vous, conforter le service public d'orientation? Quel rôle jouent les psychologues de l'éducation nationale dans ce service public d'orientation? Alors même qu'on le sait, la question de l'orientation est cruciale pour nos élèves, pour réussir finalement à ce que les élèves trouvent leur place, trouvent leur parcours et surtout puissent avoir le meilleur avenir possible. En renationalisant le service public de l'orientation, qui est tendanciellement en train de passer aux régions, et vous avez raison, c'est une mission fondamentale. Elle est elle aussi émancipatrice que celle d'une orientation choisie, mûrie, réfléchie avec l'élève, avec sa famille. Pour que cette orientation puisse se concrétiser, il faut qu'il y ait la possibilité d'accéder à toutes les filières, à toutes les voies
que le service public d'éducation propose, et il y a des territoires dans lesquels il manque l'accès, par exemple dans la voie professionnelle, à certaines filières, à certaines sections qui sont absentes. Et je crois qu'il faut surtout rompre avec une logique qui est en train de s'installer, c'est la logique adéquationniste. Elle est terrible puisqu'elle vise au fond à soumettre les finalités du service public d'éducation aux besoins des entreprises, des plus grandes d'entre elles. C'est le cas, par exemple, dans les campus des métiers et des qualifications créés sous le quinquennat de François Hollande et que Jean-Michel Blanquer a remis au goût du jour et développe aujourd'hui. Vous avez des entreprises du CAC 40 qui sont associées à des lycées, à des BTS, à des universités et qui discutent entre elles de l'offre de formation à l'échelle d'un bassin de vie. Et les enfants de ces territoires n'ont pas d'autre destinée sociale, au fond, que de s'engager dans des formations qui viseraient à répondre aux besoins particuliers, locaux, momentanés de ces entreprises. Avec ça, il faut absolument rompre. Et au contraire, être dans une approche, j'utilise à nouveau ce mot, émancipatrice. Alors, avant de passer la parole à Marie-Laure, on a eu l'occasion de revenir parfois sur des déclarations de candidats ces derniers jours qui ont pu faire parler. Là, je pense notamment à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur le recrutement, la formation des enseignants. Qu'en est-il concrètement sur le recrutement et la formation des enseignants du second degré ? Hier, on a cru lire dans un journal des propos qui laisseraient d'une manière ou d'une autre sous-entendre que vous seriez favorable à un recrutement qui ne serait pas à Bac+5. Donc là, on a quand même besoin d'y voir un peu plus clair, parce que c'est des propos qui ont aussi pu semer le trouble parmi bon nombre de collègues. Donc il faudrait là aussi nous préciser un certain nombre de choses. Je le comprends, c'est l'occasion de faire un peu d'éducation aux médias, je plaisante, mais c'est toujours difficile de voir des journalistes parfois s'arrêter sur un passage et en tordre finalement la volonté de sens. Qu'est-ce qu'a voulu dire Jean-Luc Mélenchon ? On ne remettra pas en cause ce niveau de recrutement à Bac+5 des enseignants. Je l'ai dit tout à l'heure, il est la traduction d'un niveau de qualification scientifique pédagogique qui est indispensable. Mais nous voulons que le plus d'étudiants possible deviennent des enseignants à Bac+5 après avoir passé un concours de la fonction publique. Et pour cela, nous ouvrirons un système de pré-recrutement dès le niveau bac, dès le niveau licence, pour arriver à avoir le plus grand nombre possible d'étudiants et aussi issus du plus grand nombre possible de milieux sociaux, puisqu'il y a cette question-là. La masterisation, elle a produit cet effet, de réduire le vivier socialement parlant, puisqu'il faut, jusqu'ici, sans financement de ces études, il faut avoir les moyens de se financer. Ces 5 années d'études, c'est long. C'est long, c'est nécessaire, sur le plan scientifique, sur le plan pédagogique, mais ça ne doit pas être un obstacle qui empêche certains de devenir enseignants. Voilà ce qu'il a voulu dire, donc j'espère avoir été clair, précis, pour ceux qui nous écoutent. Marie-Laure, s'il y a quelques commentaires, quelques questions ? Oui, il y a quelques questions dans le chat, alors notamment sur Facebook, notamment à propos des réformes, des dispositifs que vous revendiquez vouloir supprimer. Notamment la réforme du lycée Blanquer. Clotilde demande que propose la France insoumise quant à la réforme Blanquer du lycée. Donc vous avez répondu la suppression. On remplace par quoi ? Et la suite aussi, même question finalement de Magali par rapport à Parcoursup. Que fait la France insoumise de Parcoursup et si on supprime, par quoi on remplace ? Alors, la réforme Blanquer, on supprimera tout de suite la réforme du bac, c'est-à-dire le bac local, le bac en contrôle continu, et on reviendra tout de suite, dès la première année, à un bac qui redeviendra un examen anonyme, ponctuel, terminal. Tout de suite, pour lui redonner sa valeur et pour d'ailleurs en refaire le premier grade universitaire qui garantit un droit, le droit d'accéder à l'enseignement supérieur. Je réponds tout de suite sur Parcoursup. Parcoursup, par quoi on le remplace ? Jean-Luc Mélenchon, dans l'interview que vous évoquez, a dit par rien, au sens où ce qui compte, c'est un instrument de gestion d'une forme d'une pénurie. La pénurie des places qui sont disponibles dans le supérieur. On a un déficit considérable. On a arrêté de construire des universités dans ce pays alors qu'on savait que de plus en plus de jeunes poursuivraient leurs études. Par ailleurs, c'est nécessaire pour répondre à tous les enjeux, notamment de bifurcation écologique, que d'élever le niveau de qualification de tous les jeunes Français. Donc nous ouvrirons, nous, des places dans les universités, dans les BTS, dans les IUT, par dizaines de milliers pour que chacune puisse poursuivre, puisse avoir aussi le droit à l'erreur. On a le droit, quand on a 18 ans, de se tromper, d'essayer de faire de la philo et de se rendre compte que ce n'est pas ce qui correspond en premier à ce qu'on est capable ou ce qu'on a finalement envie de faire. On a le droit de se tromper. Donc tout ça, nous le garantirons en ouvrant des places à l'université. Pour revenir sur ce qu'on fera donc de ce lycée. D'abord, on mettra une petite pause. Si on arrive, nous, en responsabilité, on ne fera pas le grand... Il y a des choses très fortes qu'on changera.
tout de suite et je les ai décrites. Mais on ne repartira pas immédiatement dans un grand chamboulement qui perturbe l'exercice du métier d'enseignant, une transformation immédiate de tous les programmes, de toutes les architectures. On en discutera. On en discutera avec les organisations syndicales, avec les fédérations de parents d'élèves, avec des scientifiques, avec des pédagogues, avec tous ceux avec des parlementaires, parce que, c'est aussi des sujets démocratiques. Parce que cette question de qu'est-ce qu'on fait de notre système éducatif, et je l'ai dit tout à l'heure, la représentation nationale, elle est souvent mise de côté. On prendra le temps d'en discuter. Il y a des choses qu'on abrogera tout de suite, notamment ce bac qui n'a plus de valeur, ce bac Blanquer. On déblanquérisera l'éducation nationale. Voilà, je peux vous le dire, les principales caractéristiques de ce quinquennat, de façon immédiate, elles seront effacées. Alors Marie-Laure, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, Une dernière question. Une dernière question. Maëva demande quelle est la position de la France insoumise concernant l'apprentissage. À partir de quel âge, quel dispositif, etc. L'apprentissage, c'est utile dans certains cas. Et nous ne sommes pas idéologiquement hostiles ou a priori hostiles. Simplement, l'apprentissage tend aujourd'hui à se substituer, à remplacer la voie professionnelle, l'enseignement professionnel sous statut scolaire. Et nous pensons que c'est là qu'il faut concentrer tous les moyens. Il faut revenir au bac pro en 4 ans. Il faut créer des sections professionnelles. Il faut donner aux lycéens de la voie professionnelle une allocation d'autonomie de 1 083 € par mois qui leur permet de financer leurs études, parce que les lycéens de la voie professionnelle, souvent, ils vont travailler à 16 ans. Parce qu'ils viennent des milieux les plus défavorisés de ce pays. C'est un tiers des lycéens de ce pays, il faut quand même s'en rappeler. Et ils doivent bosser pour pouvoir aller au bout de leurs études. Donc nous, on leur apportera ça, et parce que le pays en a besoin. D'abord, il a besoin de jeunes formés, et avec aussi des enseignements généraux que Jean-Michel Blanquer a supprimés en 2019 avec sa contre-réforme, mais des jeunes qui se spécialisent dans des métiers qui sont les métiers de la bifurcation écologique. La France ne peut pas répondre aux grands défis climatiques, à ses obligations, celles des traités internationaux qu'elle a passés, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'il n'y a pas des dizaines de milliers de techniciens, d'ingénieurs, parce qu'en voie professionnelle, après, il y a des BTS, après, il y a des passerelles encore pour aller plus loin, pour ceux qui sont disponibles pour cela. Mais il faut faire la rénovation thermique du bâti, il faut changer les pratiques agricoles. D'ailleurs, nous, les lycées agricoles, nous les intégrerons au périmètre dans le giron de l'éducation nationale, parce que ça suffit, les lobbies de la FNSEA qui dictent les programmes là-bas. Bref, voilà, il faut les lycées maritimes, il faudra les développer. Donc pour nous, la voie professionnelle, c'est le cœur, c'est un des cœurs de notre projet éducatif et un des cœurs de notre projet pour le pays. Bien, merci à vous. Paul Merci Vanier. beaucoup. Merci.